Bonjour et bienvenue à cette principale édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres de ce journal. Mbilor abrite désormais la première ferme agropastorale du Sénégal avec une centaine de vaches. Cette expérience, qui est une réussite aujourd'hui, devra être élargie à d'autres localités, selon le ministre Ahmad Sall en visite dans la localité. Élection américaine, Rick Santorum revient dans la course pour les primaires républicaines. Il remporte les 2 États sur les 3 enjeux ce mardi. Bienvenue à tous. L'Andreva, l'Agence nationale du REVA, vient d'installer sa première ferme agropastorale dans le Waalo, et ce grâce à la coopération espagnole. Située à Mbilor, cette ferme a reçu une centaine de vaches, dont certaines ont mis bas. Le ministre de l'Agriculture, qui a visité la ferme agropastorale de Mbilor, souhaite que cette expérience soit élargie à d'autres localités du Sénégal. Mbilor est aujourd'hui devenu un centre de formation au métier de production de lait. C'est un reportage de Aboubakri Kane. Sur la nationale 2 à quelques 6 km de Dagana, bienvenue à la ferme agropastorale de Mbilor. Une réalisation de l'Andreva qui a vu la réception d'une centaine de vaches gestantes depuis le 4 janvier 2012, dont une dizaine à mi-bas. Une première expérience financée par le Royaume d'Espagne. Dans une démarche participative, l'utilisation de la main-d'œuvre locale a permis à une centaine de jeunes de s'investir dans l'agroalimentaire. Ils sont organisés en 5 GIE. Tous les employés appartiennent aux GIE issus de Mbilor et des villages satellites. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de vaches qui ont déjà mis bas. Donc chaque vache à peu près tourne autour de 10 litres le matin, 10 le soir. Donc on tourne sur une moyenne de 20 litres par vache. La ferme de Mbilor est un véritable incubateur, un centre pratique de formation des métiers de production de lait. Et selon un principe de confinement, l'Andreva souhaite dans un avenir proche installer de petites unités laitières. Bon, les vaches sont en train de mettre bas. Nous allons atteindre un effectif d'à peu près 300 vaches dans peut-être 15 à 24 mois. Bon, ce qui constituera un sureffectif. Et justement, la direction de l'agence REVA a prévu à ce moment-là d'installer les producteurs organisés aujourd'hui au sein de la ferme en petites unités individuelles indépendantes, dotées chacune de 3 à 4 vaches. L'expérience de Mbilor sera élargie à d'autres départements du Sénégal. L'objectif visé est d'atteindre l'autosuffisance en matière de produits laitiers. Aboubakri Kane, nous allons à la découverte du projet Gender Innovation Fund. Ce projet vise l'autonomisation des femmes. Il est initié par le PAM, le Programme alimentaire mondial. Le GIV, le Gender Innovation Fund, compte ainsi employer les femmes exploitantes de sel afin d'accroître leurs compétences sur les techniques agricoles afin d'augmenter leurs revenus. Bachirba était dans le Sine. Djabia se trouve sur la route de Diakhao où les montagnes de sel se dressent à perte de vue. L'exploitation du produit sur ce site remonte à plusieurs années, mais c'est grâce au Programme alimentaire mondial qu'il a retrouvé sa valeur. Le sel est devenu UED, donc exportable. Le PAM en achète chez ses productrices encadrées et formées. L'iode nous a permis d'être en bonne santé. Nos enfants sont devenus plus intelligents et beaucoup de maladies ont disparu. Nous les aidons dans le financement, nous les aidons aussi dans la formation, en bref, tout ce qui est encadrement. Malgré la chaleur et l'absence de moyens de production, ces femmes sont à l'œuvre. Il le faut car il faut nourrir l'enfant qui est sur le dos mais aussi se laisser au village. Au village, justement, le problème est à moitié réglé. Les enfants peuvent suivre les cours correctement, convaincus qu'ils mangeront à la pause. Les enseignants, les parents d'élèves approuvent largement, voyez-vous bien, la cantine. Elle est vraiment d'un apport considérable par rapport en économie au niveau des familles et par rapport aux gains en relation avec le temps d'apprentissage au niveau des classes. Les cantines scolaires ont permis d'améliorer les résultats des enfants. L'année dernière, on a eu 100% à l'entrée en 6e
et 100% au certificat. Le petit déjeuner sera dorénavant servi aussi. Le magasin de l'école est plein de vivres, seuls les légumes y manquent. Pour régler ce problème, 4 groupements composés de 80 femmes bénéficient de périmètres pour pratiquer le maraîchage. 4 villages sont concernés, ce qui permettra de relever en vitamines les plats des élèves, mais aussi d'aider les femmes à disposer de revenus en vendant les produits de leur récolte. Et nous attendons peut-être les productions dans 2 ou 3 mois et nous escomptons que ça va donner pour permettre aux femmes d'avoir un peu dans leur poche et aux enfants d'améliorer leur quotidien. Nous avons pensé donner l'opportunité aux femmes de diversifier leur activité en s'adonnant à des activités génératrices de revenus comme le maraîchage durant la saison morte. L'exploitation de sel se fait seulement une partie de l'année. Ces femmes restaient plusieurs mois sans rien faire. Aujourd'hui, avec ce projet, elles transforment leur quotidien et celui de leurs enfants. Monsieur Ba, merci. Les populations de Darou Khoudoss dans la région de Thiès sont préoccupées par la préservation des réserves naturelles communautaires grâce au programme de gestion intégrée des écosystèmes. Ces réserves sont protégées contre les dunes de sable. À Gandon, par exemple, dans la région de Saint-Louis, le programme intégré des écosystèmes est en train d'appuyer 12 villages pour la régénération de la mangrove. C'est ce que nous dit Louis-Philippe Sagna. Ce sont les crabes qui indiquent la richesse du sol. Là où il y a de l'argile, c'est favorable. Là où il y a plus de sable, ça ne marche pas. Ainsi, le premier reboisement de la mangrove a démarré en 2004 à Gandon et à Ndjemben Gandiol. Il y avait une coupe abusive des populations parce que le bois de la mangrove est un bois très prisé pour les gens qui font du poisson fumé. Donc c'est dans ce cadre-là que beaucoup de pirogues se déferlaient pour aller vers une hydrobase pour aller vendre ce bois-là. Donc ce qui a provoqué cette dégradation. Dans ces 2 communautés rurales situées à 7 km de la ville de Saint-Louis, 12 villages bénéficient de ce projet. Avant le projet, nous avons fait nous nekkaloon suñu bopp doon si góorgóorlu doon si jëmbat di daan gor nag boole ko di gor di jëmbat waaye biñu demee ba nga xam projet bi ñëw na wax nu njëriñu sannaar bi gor biñ koy gor gënu si lañ ko bàyyi mu jigi ñun tam ñu dem si biir di wuti ay pépinière si biir ñëw di ko jëmbat. Il n'y a pas que la régénération de ce bois très prisé, les ressources halieutiques commencent à refaire surface. ndax lu nu mosul woon sax am biñ ko si ndax yoxos noonu la jare te yoxos bi léegi mi ngi fiy ñëw carrément day làqu si taatu sannaar yi ñu ngi ko siy gis di si wut njëriñ di si liggéey buñ ko wutee weer ka ba mu wow di ko jaay ay kilo 2500 di si am suñu xaalis di faj suñu soxla boobu njëriñ la. Pour mieux accompagner les populations dans la préservation de la réserve naturelle communautaire, une mutuelle a vu le jour en 2007. Elle a facilité la réalisation de plusieurs micro-projets. Le projet de gestion intégrée des écosystèmes du Sénégal s'intéresse également à la fixation des sols. À Darou Khoudoss, dans la région de Thiès, une réserve naturelle communautaire est menacée par les dunes de sable. di sol ay mbuus di arroser di buddi ñax di defar ba mu baax loolu lañ fi commencé def ñuy jimbal ñu parquet bu demee ba nawet bi ñëw ñuy parquet mbuus yi mu ngi si ñuy arroser yàlla muy arroser ba mu màgg nit ñi di jimbati. Autre problème, la salinisation. Mais grâce au PGIES, l'espoir est permis. PGIES ñëwee ñu ne ni dinañ leen jàppale ba seen tool yi dundaat ba seen suuf bi ngeen di suul seen tool yi yooyu yëpp ñu jàppale ñu ñun gumuñu woon wax boobu waaye alhamdulilah gis nañu ko ndax fii nga gis nii am na jamono boo fi toppee sa jur da ngay dow arrière ndax poussière bi ni muy mel poussière bi da lay tupp et gis nga léegi nag gis nga ñax mi am fii tey ñax mi doo ko gis fu néew doole foo gis ñax mi day fekk place bu am doole la. Dans cette zone des Niayes, les cuvettes sont menacées par les dunes de sable. C'était une dune vraiment toute blanche, nue, et qui menaçait un peu les cuvettes maraîchères. Les populations, avec l'appui du PGIS, ont eu à faire des opérations de fixation des dunes. Sur la dune, il y a une bande de 136 hectares déjà fixée. À l'intérieur, un reboisement d'espèces locales. Des éco-gardes se chargent de la protection. Un travail difficile, mais pas impossible pour ces volontaires.
Nous ouvrons la page internationale de ce journal. Ce mardi, Rick Santorum nourrit de l'espoir et ce grâce à sa victoire dans le Mississippi et en Alabama. Le conservateur chrétien vient d'infliger une raclée électorale à son adversaire mormon Mitt Romney. Santorum, satisfait de cette victoire, se dit confiant dans cette course à la candidature républicaine. Et 2 États de plus. Rick Santorum a montré qu'il était toujours dans la course à l'investiture républicaine. Il est satisfait et il le montre. Il est temps de s'assurer que nous avons toutes les chances de gagner cette élection. Et le mieux pour s'en assurer, c'est de nommer un conservateur capable de s'opposer à Barack Obama sur tous les sujets. En gagnant dans l'Alabama et le Mississippi, Santorum, l'ultra-conservateur, inflige un camouflet au républicain modéré Mitt Romney. Ce dernier a tout de même remporté 17 des 26 États et territoires qui ont déjà voté. Mais avec 9 États, Santorum place son adversaire dans une position difficile. Romney, malgré d'énormes moyens financiers, ne parvient pas à prendre une avance décisive. Il a même fini 3e dans l'Alabama, derrière un autre ultra-conservateur, Newt Gingrich. L'outsider de ses primaires n'a pu s'empêcher d'ironiser. Si vous êtes le favori et que vous n'arrêtez pas de finir 3e, alors vous ne faites plus vraiment figure de favori. Le candidat finalement désigné par les électeurs républicains affrontera le président sortant Barack Obama le 6 novembre prochain. Selon un sondage publié lundi par ABC et le Washington Post, Mitt Romney remporterait la présidentielle si elle avait lieu immédiatement. La France vit, elle, au quotidien, au rythme de la pré-campagne électorale et les sondages se succèdent mais ne se ressemblent plus. François Hollande reste le favori pour le second tour face à Nicolas Sarkozy, mais ce dernier n'a pas encore dit son dernier mot parce que l'écart du premier tour est en train de se resserrer. La campagne présidentielle continue d'avancer au rythme des sondages. Hier, une première enquête d'opinion donne Nicolas Sarkozy en tête du premier tour à 28,5%. Mais quelques heures plus tard, un autre institut place cette fois-ci François Hollande devant, à 30%. Sur le second tour, en revanche, les mesures s'accordent. Le candidat socialiste est toujours donné gagnant. Hier soir, François Hollande s'est justement vu confirmer un nouveau ralliement, celui de Jean-Pierre Chevènement. Autre chapitre de l'agenda politique, la course aux 500 parrainages. Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste, a annoncé hier soir les avoir tous réunis. À l'autre bout de l'échiquier politique, Nicolas Dupont-Aignan dit qu'il les remettra au Conseil constitutionnel dès cet après-midi. La candidate d'Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, elle n'a pas eu de mal à recueillir les précieux sésames. Malgré de mauvais sondages, elle affirme ce matin qu'elle ira jusqu'au bout. La Belgique est dans les mois à cause d'un tragique accident qui a causé la mort de 28 personnes, dont 22 enfants. Cet accident s'est produit en Suisse. Le car qui transportait les enfants a percuté un tunnel. Suivons ce reportage. Déchiqueté, broyé, l'avant de l'autocar a complètement été désintégré. Signe de la violence du choc et de la gravité de l'accident, le bilan est dramatique. Sur les 28 morts, 22 enfants d'une douzaine d'années sont décédés, ainsi que 6 adultes, dont les 2 chauffeurs de l'autocar en question. Par ailleurs, 24 enfants ont été blessés. Il est 21h15 hier soir en Suisse, lorsque ce car transportant 52 personnes, en majorité des enfants, tous de nationalité belge, entre dans le tunnel autoroutier de Sierre, dans le canton du Valais. C'est la fin des vacances de ski, tous rentrent en Belgique. Voilà une demi-heure que le conducteur de car a pris la route. Et là, c'est l'accident. L'autocar s'est déporté sur sa droite et a heurté la bordure de la chaussée. Il a ensuite percuté de plein fouet un mur en béton situé à l'extrémité d'une place de secours. Ce choc frontal a été d'une extrême violence. Grâce aux caméras de surveillance dans le tunnel, les secours sont rapidement arrivés sur place. Selon un porte-parole, tous sont abasourdis par la scène apocalyptique. Il y a beaucoup de victimes. Les blessés sont transportés dans les hôpitaux de la région, à Sion, Lausanne et Berne. Les familles des victimes sont attendues dans la journée en Suisse, tout comme le Premier ministre belge. La Belgique est aujourd'hui en deuil. Elle a perdu 28 de ses ressortissants.
Ainsi va le monde. Sédhiou accueille ce jeudi la première édition de la journée du poisson. Cette manifestation initiée par un fils de la localité et directeur général du COSEC sera une occasion pour procéder à la récolte du produit de l'aquaculture. L'aquaculture y est pratiquée par les femmes depuis quelques mois et les populations de Sédhiou veulent un cachet populaire pour cet événement. Éric Nimati. Il y a à peine 6 mois, ce projet d'aquaculture a démarré à Sédhiou. Au début, c'est 26 filets norternes avec à l'intérieur de chacun plus de 2 tonnes d'alevin. Après des semaines d'entretien, les poissons arrivent à maturité. Dans quelques heures, on procédera à la récolte au grand plaisir de l'initiateur. Le 15 de ce mois, nous avons quelques tonnes de poissons à récolter à la date du 15 pour montrer que nous avons dit, nous l'avons fait et que c'est faisable. Aujourd'hui, nous avons 25 bassins. Chaque bassin peut produire en moins 1 tonne de poissons trimestriellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si chaque 10 femmes, nous leur offrons un bassin, une cage qui peut produire 1 tonne de poissons tous les 3 mois, ces 10 femmes ont la possibilité de produire 4 fois l'année. Donc 4 tonnes de poissons. Même à raison de 1000 francs le kilo, ces 10 femmes auront eu 4 millions de francs à se partager. Donc un revenu par participant de 400 000, à peu près $1000. Ça revient à un revenu mensuel à peu près de 40 000 francs. Je crois que 40 000 francs dans la poche de ces bonnes dames, mensuellement, ça change carrément leur vie. Pour cette première expérience, cela a été un coup de maître. À présent, on pense à sa vulgarisation dans les autres villages de la zone. Nous avons, à partir du 15 aussi, date de récolte d'une part, et date de vulgarisation. C'est ainsi que nous avons, pour 2012, ciblé 25 villages, pour que chaque village soit doté de 3 cages en test. Ça, c'est important pour nous. Et ces 25 villages-là, ce serait l'ensemble des 25 villages. Je veux dire, on partira de Marandan, de Woudoukar, de Bakoum, de Sandinieri, de Gireji, de Kamoya, l'ensemble des villages. Et je crois que l'objectif final, c'est le jour qu'on aura les camions frigorifiques qui vont faire le sens inverse, au lieu de partir de Mbour pour Sédhiou, vont partir de Sédhiou pour verser ici leur excédent, là je pense qu'on aurait atteint notre objectif. Sédhiou, capitale du Pakao, va à l'occasion de cette première journée du poisson vivre au rythme du Diamadon, une journée du poisson qui vise à faire de cette zone le centre aquacole du pays. La journée du poisson célébrée demain à Sédhiou. Le secteur de la pêche rencontre d'énormes difficultés et Greenpeace vient de publier un rapport afin de faire l'état des lieux et diagnostiquer les différents problèmes. Un forum sur la pêche a été organisé à cet effet. C'est ce que nous dit Kaltoum Gueye. La pêche occupe une place importante dans l'économie sénégalaise, mais depuis quelque temps, on rencontre des difficultés. C'est la raison pour laquelle le Forum de la pêche invite tous les acteurs à joindre les efforts pour éradiquer les maux qui gangrènent ce secteur. Si le Sénégal veut régler le problème, il faudrait maintenant être en adéquation avec le constat établi par le Greenpeace qui appelle au dialogue. Et pour qu'il y ait ce dialogue, il faut que toutes les parties prenantes se retrouvent autour d'une table. Et sur la table, on n'a rien de nouveau à mettre que d'accepter que ceux qui sont acteurs et bénéficiaires à la fois sont les principaux acteurs de cette destruction ou les principaux acteurs à convier à une autre vision, à une harmonisation d'autres politiques qui rentreraient dans la dimension de gestion durable et de cohérence des politiques. Le respect et l'application des textes des institutions concernées est un pas vers la résolution des problèmes évoqués. Il faudrait sauver la pêche sénégalaise dans toutes ses composantes. Parler d'une portion de la pêche en parlant des autorisations ne règle pas le problème. Il faudrait qu'on arrive à établir l'audit de la flotte, sinon valider l'audit de la flotte qui reste dans les tiroirs, amener les gens à reconstituer la flotte nationale, connaître le nombre de pavillons existants, déterminer le nombre de sociétés mixtes. Cette rencontre a permis au Forum de la pêche de dégager les axes majeurs qui vont faciliter le bon déroulement de son plan d'action. Merci Kaltoum Gueye, merci à vous également, amis téléspectateurs, vous qui nous avez accueillis chez vous. Très bonne suite de programme sur la RTS. Bon appétit si vous êtes déjà à table. Ramaboy vous retrouve tout de suite pour la version Wolof de cette édition. À demain 13h, Inch'Allah. Au revoir.